Donc voilà, hein, essayez de voir un peu ce que vous avez retenu sur le théâtre du XXe siècle. Alors, allez, dites-moi, comment se caractérise, hein, d'après les pages 178 à 180 que vous deviez lire, comment se caractérise le théâtre du XXe, les principales caractéristiques. Allez, 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 hein, vous me répondez, hein. Oui, Louis. Moi j'ai mis que c'était le théâtre de l'absurde. Alors, oui, c'est vrai. Le théâtre du XXe siècle va voir naître ce qu'on appellera le théâtre de l'absurde. Mais le théâtre de l'absurde, hein, ou le théâtre de la dérision, c'est encore un autre nom qu'on lui donne. Mais ce théâtre de l'absurde, ce théâtre de la dérision, il naît véritablement à quelle époque dans le XXe siècle? Vraiment, on peut plus ou moins, hein, dater à quelle époque? Est-ce que quelqu'un a une proposition? Et on se remue, hein, les enfants, là, parce que sinon on va pas avancer. Alors, après la Première Guerre mondiale, un peu plus tard quand même, pour le théâtre de l'absurde. C'est pas après la Première Guerre mondiale, c'est après la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Voilà, après les deux guerres. Ouais, c'est bien. Donc, on a d'abord d'autres formes théâtrales, hein, qui vont oui, aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Et ça date à peu près des années 1950. On commence à parler du théâtre de l'absurde à partir des années 1950, donc milieu du XXe siècle. Donc avant ce théâtre de l'absurde, on a d'autres formes un peu plus modernes. De théâtre, hein, qui vont ne pas véritablement produire un véritable renouvellement, hein. On va plutôt chercher, au début du XXe siècle, on va plutôt chercher à transposer en fait au théâtre des esthétiques qui sont un peu romanesques, mais sans qu'il y ait de véritable renouvellement. Alors, ouais, l'absence de réalisme, ouais, effectivement, ce sera beaucoup plus caractéristique en fait des formes théâtrales de la seconde moitié du XXe siècle, donc qui correspondent au théâtre de l'absurde aussi. Donc après la Première Guerre mondiale, on a une série de grands auteurs, hein, et de metteurs en scène, qui vont revisiter en fait les mythes antiques, hein, donc de grands auteurs comme notamment français Anouilh par exemple, ou Giraudoux. Donc on a des titres de pièces, hein, qui sont assez caractéristiques de ça, comme la guerre de Troie n'aura pas lieu, hein, pour Giraudoux par exemple. Pour Anouilh, Antigone aussi par exemple, hein, donc qui vont en fait revisiter les mythes antiques, donc renouveler si vous voulez cette source d'inspiration en intégrant à cette revisite des questionnements sur leur époque, hein. Donc ça va vraiment marquer une espèce de renouvellement du théâtre, hein, après la Première Guerre mondiale. Donc après 1945, là, on va avoir à faire un théâtre un peu plus engagé, hein. Donc un théâtre un peu plus engagé, c'est-à-dire un théâtre qui va se mettre au service d'une certaine réflexion politique et qui va viser à faire en sorte que chaque individu prenne conscience de la place qui est la sienne, en fait, hein, dans l'histoire, hein. On a quand même pas mal d'auteurs, hein, qui vont imprégner en fait leur pièce, leur création par leur propre pensée philosophique, hein. Ça va être un théâtre beaucoup plus philosophique qui peut être représenté, hein, par le théâtre par exemple de Camus ou de Sartre,
Et ça, c'est un peu aussi une réaction par rapport, en fait, à ce qu'on a vécu, avec les deux guerres mondiales, hein. C'est quelque part essayer de poser la question, hein, de la responsabilité personnelle, individuelle. C'est aussi poser la question du sens de l'existence, parce qu'on a quand même été confronté à toute une série d'atrocités, d'actions, hein, assez innommables. Et ça amène à se questionner aussi sur la nature humaine, sur le sens de l'existence, sur la responsabilité que chacun a par rapport à ses actes. Et ça va vraiment imprégner le théâtre, un théâtre engagé après les années 1945. Voilà, hein, c'est ça une ess, hein. Dans certaines œuvres, l'auteur va dénoncer le comportement politique de certains, hein, que ce soit de certains régimes ou au contraire le comportement aussi de certains individus face à certaines situations, la responsabilité que chacun a dans la marche de l'histoire, la conscience, la question du bien et du mal aussi, hein, qui se pose de toute façon liée à certaines actions. Donc c'est vraiment un théâtre qui a une fonction voilà, à la fois philosophique, mais aussi politique, hein, dans une certaine mesure. Alors, ça ne concerne pas véritablement le théâtre d'après 1950, donc le théâtre qui va prendre le nom de théâtre, de nouveau théâtre, ou de théâtre de l'absurde ou encore de la dérision, hein. Alors, est-ce que ça pourrait être cathartique? Alors, bon, là, on n'est pas du tout dans les fonctions propres à la tragédie, hein. Alors, de toute façon, pour répondre à ta question, Raphaël, je veux dire que presque toute forme théâtrale est forcément cathartique à partir du moment où elle nous oblige à réfléchir sur nos comportements. Donc, mais on n'est pas dans la même définition, dans le même objectif, hein, que ce qu'on a pu voir dans la tragédie classique. C'est des problématiques qui sont beaucoup plus ancrées en fait dans la réalité quotidienne, dans le sens où c'est dans la réalité politique, dans la réalité humaine. On voit que quand même les tragédies classiques, notamment celle du XVIIe siècle, hein, qui s'inspire beaucoup des grands mythes antiques, les préoccupations, elles vont être plus d'ordre moral. On met en garde les hommes contre les dérives de la passion, on les rappelle à leurs devoirs, on les rappelle à leurs raisons, on les rappelle à leur honneur. Il n'y a pas il y a pas un engagement politique, il n'y a pas un engagement plus social. Alors que ce théâtre des années 45, il y a vraiment pour beaucoup d'auteurs euh, plus une fonction, qui s'incarne dans ces domaines-là, dans les domaines qu'on a cités, c'est-à-dire plutôt politique, la conscience humaine, la responsabilité face à ses choix, etc., etc. Donc ça c'est un peu différent. Mais de toute manière, quelque part, je vais dire que tout théâtre est forcément, comme je l'ai dit, cathartique. À partir du moment où on amène les hommes à réfléchir sur eux-mêmes, sur le monde, sur le sens de l'existence, sur les engagements qui sont les leurs, sur la responsabilité, il y a toujours plus ou moins cette fonction-là qui est latente, hein. Alors, le théâtre d'après 1950. Ok. Donc là, on arrive à ce qu'on appelle un nouveau théâtre, hein, comme on verra naître d'ailleurs vers les années 1950, vers le milieu du XXe siècle, un nouveau roman, un nouvel art pictural aussi. Vraiment, on a quand même le sentiment qu'il y a une espèce de fracture au milieu du XXe siècle, hein, que les hommes ont ont pris conscience quelque part de la faillite des valeurs humaines, hein, liées notamment, mais pas seulement, hein, mais liées notamment et très fortement aux deux conflits mondiaux et aux horreurs qu'on a pu constater lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ça amène à une vision qui est une vision de l'homme qui est assez pessimiste,
qui est vraiment pessimiste de l'homme en tant qu'individu, mais dans ses rapports avec les autres aussi. Une vision qui est quand même très pessimiste et qui fait de l'homme un être livré à l'absurde, c'est-à-dire qui cherche inutilement finalement le sens de son existence et qui est un être très solitaire, très très prisonnier finalement de cette incommunicabilité entre les êtres et aussi entre prisonnier aussi une certaine forme de d'existence à laquelle il n'arrive pas à donner de sens en fait. Donc quelque part c'est un théâtre qui montre que on n'a plus confiance en l'homme, on n'a plus confiance en sa raison. Et c'est ça qui va aussi permettre d'émerger ces nouvelles formes théâtrales qui essaient justement de représenter cette absurdité de la condition humaine. Alors, donc pour résumer, si on devait donner en quelque sorte une définition de l'absurde, c'est un courant de pensée qui va analyser ou qui va mettre en scène, ici c'est plutôt le cas pour le théâtre, le sentiment de l'homme face à une existence qui est perçue comme injustifiée dans un monde qui est fait de non-sens, donc dans un monde aussi absurde en fait, et comment dire, dans un monde donc absurde et dont la perception du monde va à l'encontre de la raison. Donc l'homme est en fait une espèce de d'être un peu désespéré et impuissant, qui cherche à donner du sens à toute chose quand le monde n'en a pas. Voilà, tout simplement. Et l'absurde va naître de cette prise de conscience qu'il va lui falloir assumer entre sa quête désespérée du sens dans un monde qui n'a pas de sens. Voilà. Et est-ce que l'absurde est relié avec la... Non, non. Non, c'est pas du tout les mêmes objectifs. Non. Alors, c'est pas relié à la comédie, c'est pas relié à la tragédie. Oui et enfin non et oui, parce qu'on en arrive à des formes théâtrales. Je vais répéter après, Noran. On en arrive à des formes théâtrales qui brouillent cette frontière entre comédie et tragédie. Dans le sens où certaines pièces de l'absurde, qui relèvent de l'absurde, on va pouvoir les qualifier de tragédie comique ou de comédie tragique. Voilà, vous voyez dans Rhinocéros, on a du comique. On a du comique, il y a des formes de comique dans Rhinocéros. Et pourtant, ce comique, c'est un comique voilà, c'est un rire, mais un rire jaune, un rire grinçant. Si on prend juste une scène, la métamorphose de Jean en rhinocéros, quelque part, effectivement, ça devient comique. Il y a des situations comiques dans cette scène. Quand Jean supporte plus son pyjama, quand Jean fait des bruits d'animaux, oui, forcément, ça peut prêter à rire quand on le voit mis en spectacle. C'est encore différent de voir les choses mises en spectacle que de lire une pièce de théâtre. Sauf que ce rire, c'est un rire qui traduit aussi le malaise du spectateur face à une situation quand même qui est anormale et qui lui échappe. Donc les frontières, elles se brouillent en fait. C'est quand même une forme de tragédie humaine qui se joue. Parce que on assiste à la transformation, à l'animalisation d'être humain et une animalisation sous forme pandémique. En plus, c'est à la mode, puisque c'est tout le village de Jean et Béranger qui est contaminé et à la fin de la pièce, il reste plus qu'un seul humain, c'est Béranger. Mais derrière cette contamination qui entraîne cette transformation quand même assez spéciale, assez anormale, spectaculaire, c'est la montée des régimes totalitaires que dénonce Ionesco. C'est le fascisme, c'est le nazisme, c'est toute forme de pensée qui animalise en fait l'homme. C'est la lutte des valeurs humanistes
sont quand même les fondements. Arthur est dans la salle d'attente. La liste des valeurs humanistes, bah, qui entre en conflit avec leur antithèse en fait, hein, avec les valeurs de la bestialité. Bah ouais, c'est exactement ça. En fait, la pièce est une énorme métaphore, c'est une allégorie. Les rhinocéros sont allégoriques. Ce sont pas les animaux qu'on peut rencontrer dans la savane. Le rhinocéros, c'est vraiment quelque part tout ce qui va représenter la bestialité, la brutalité. La violence, c'est tout ce qui va bah, quelque part caractériser aux yeux de UNESCO bah, ces pouvoirs totalitaires que sont fascisme, nazisme, etc. et qui rentrent finalement en lutte contre les valeurs humanistes. Hein, et qui sont normalement le socle de notre civilisation et qui amènent les hommes à se conduire comme des animaux et même pire que des animaux, puisque les animaux se comporteraient pas comme ça, comme on a pu voir lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Alors, pour revenir sur ce que j'avais dit pour Noran, je dis que l'absurde, c'est un courant de pensée qui analyse hein, ou qui va mettre en scène bah, le sentiment de l'homme face à une existence qui est perçue comme injustifiée dans un monde qui est fait de non-sens et dont la perception va contre la raison. En fait, l'homme va chercher à donner du sens à toute chose alors que le monde n'en a pas. Et l'absurde bah, va naître de cette prise de conscience qu'il va falloir assumer. Il va falloir assumer, hein, l'homme va devoir assumer qu'il est bah, dans un monde, qu'il évolue dans un monde qui n'a pas de sens, alors que lui cherche désespérément à lui en donner un de sens. Donc il y a comment Camus qui explique ça très bien aussi, en disant que tous les jours, par exemple, on va faire la même chose. Hein. On va se lever, on va se préparer, on va aller à son boulot, on va rentrer, on va préparer son repas, on va se coucher, on va se lever le lendemain, etc., etc. Et cetera. Et qu'on fait ces choses-là de façon très systématique finalement et qu'à un moment, on ne sait pas vraiment pourquoi, il y a une rupture et on se demande, mais pourquoi je fais tout ça? Quel sens je peux donner aux actions que je fais tous les jours qui animent mon quotidien? Quel est le sens de mon existence? Quel sens mon existence a-t-elle dans ce monde dont je ne perçois pas le sens? Et donc là, on prend conscience, c'est là où l'homme prend conscience du sentiment de l'absurde de l'existence humaine, et c'est là aussi qu'il doit trouver les moyens en fait, d'accepter cet absurde. Hein, c'est là qu'il faut trouver les moyens d'accepter cette absurdité pour pouvoir continuer à vivre. Et donc là, bon, après, chaque auteur apporte plus ou moins des solutions différentes hein, pour dépasser ce sentiment de l'absurde. Qui ne doit pas, par exemple pour Camus, qui ne doit pas trouver de solution dans, par exemple, la religion, qui ne doit pas trouver de solution non plus dans la démission, hein, de la démission de la vie, hein, c'est-à-dire c'est pas une incitation, par exemple, au suicide, hein, loin de là. L'acceptation, enfin de l'absurde pour Camus va passer lui par la révolte et l'action, c'est-à-dire voilà, je sais que je suis dans un monde absurde, que ce sentiment d'absurde, il existe, mais ça doit pas m'entraîner à une forme de démission de la vie ou à une forme de démission de l'action. Au contraire, hein, ça doit, je suis en capacité à partir du moment où j'ai pris conscience de ce sentiment d'absurde, je suis en capacité d'agir, j'agis et j'accepte que mon action s'inscrive dans un monde à la limite qui n'a pas de sens, mais c'est ma liberté. Voilà, j'affirme ma liberté par mon action tout en ayant conscience bah, de cette absurdité qui régit l'ordre du monde. Bon, est-ce que ça va jusque-là? Oui, non? Ouais, pour tout le monde, ça va? Bon, et vous êtes bien silencieux là, hein? Communiquez quand même un petit peu avec moi. Hein. Alors, donc c'est ce qui arrive, hein, donc ce sentiment d'absurde, voilà, ces certitudes humaines bah, qui s'estompent.
nous confronte dans ce théâtre de l'absurde à des personnages qui sont pessimistes, qui sont étrangers au monde. Et c'est ce qui se passe par exemple pour notre personnage Béranger dans Rhinocéros. Béranger est en proie à ce sentiment d'absurdité. Il est étranger au monde et à son entourage avec lequel il n'arrive pas à communiquer. Donc vous voyez bien que l'homme est perçu vraiment comme inadapté. Euh, un peu en quelque sorte aussi aliéné, si vous voulez, prisonnier, esclave de liens qu'il se crée lui-même en fait, dans le vide de son existence. Alors, forcément, comme le nouveau théâtre met en scène l'absurde et des personnages qui sont tourmentés par leur inadéquation au monde, eh ben, il va falloir inventer une forme de théâtre qui puisse matérialiser, qui puisse représenter, si vous voulez, ce malaise existentiel, cette absurdité. Il faut quand même bien que le spectateur qui est dans la salle puisse percevoir justement le sentiment d'absurdité dans la mise en scène. Donc il va y avoir pas mal de renouvellement par rapport au code en fait du théâtre. On va avoir pas mal de rejet justement des codes traditionnels du théâtre, de ceux qu'on a pu connaître, et puis dans le passé, dans les siècles passés, que ce soit au niveau de tout ce qui est époque classique, ou même de ceux qu'on a pu connaître aussi au début du XXe siècle, où finalement il n'y avait pas vraiment d'innovation extraordinaire, de rupture extraordinaire. On va rompre aussi avec un théâtre très léger comme le vaudeville, par exemple, qui est plutôt axé vers le divertissement. On va rompre un petit peu avec toute cette tradition-là. Alors, notamment un auteur, un homme de lettres, Antonin Artaud, qui va écrire dans une œuvre qui s'appelle Le théâtre et son double. Il expose un petit peu le renouvellement que lui, il conçoit pour cette nouvelle forme de théâtre qui est censée traduire des sentiments qui sont aussi des sentiments nouveaux. Donc, pour Antonin Artaud, par exemple, lui, il rejette le théâtre de divertissement. Ça, clairement et nettement, il rejette un théâtre qui ne serait là que pour plaire et divertir. Donc, vous voyez, c'est une première rupture avec ce qu'on pouvait connaître avec la comédie classique par exemple, où il y avait une fonction de divertissement, même s'il y avait aussi la fonction d'instruire. Là, il rompt avec ça. Il veut vraiment revenir à la dimension métaphysique originelle du théâtre. Pourquoi métaphysique? Parce que un théâtre qui viendrait questionner le sens de l'existence. Un théâtre qui vient questionner le bien, le mal, qui vient questionner l'être de façon générale, les causes de l'univers. Voilà, un théâtre qui est beaucoup plus un théâtre philosophique. Pour lui, le théâtre doit faire sentir la souffrance humaine. Et elle doit faire aussi sentir l'inconscient humain, pardon. Et donc la mise en scène, elle est là pour faire sentir cette souffrance humaine et pour faire sentir cet inconscient humain, la partie finalement que l'homme ne maîtrise pas en lui-même, qui s'exprime parfois malgré lui, l'inconscient. Donc pour lui, le théâtre doit être une mise en scène totale. Le théâtre doit mêler la danse, le mime, la musique, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans le théâtre classique, je veux dire du XVIIe siècle. Si on met à part les comédies ballets par exemple de Molière, on retrouve pas de théâtre de façon générale qui mêle le mime, la danse ou la musique. Donc le théâtre, les règles de la dramaturgie classique, en fait, elles s'en trouvent totalement bouleversées.
Pour lui, ben, comme pour beaucoup d'autres auteurs de la même génération, le découpage en actes et en scènes, bah, c'est périmé. Voilà, hein, c'est complètement périmé. C'est artificiel, puisque vous savez que normalement, avec le théâtre classique, on en arrive à une pièce en 5 actes, chaque acte représentant un épisode vraiment déterminé de l'action, chaque scène correspondant à l'entrée, à la sortie d'un personnage. Enfin, pour lui, tout ça, c'est périmé. La notion de genre aussi, elle est périmée. Hein, vous vous souvenez qu'au théâtre classique, par exemple, on distingue très nettement la comédie de la tragédie. Après, on distinguera aussi dans les siècles suivants, hein, 18e, 19e siècle, le drame, hein, drame bourgeois ou drame romantique. Bah, pour lui, toutes ces distinctions, hein, de genre à l'intérieur du théâtre, elle est dépassée également, elle est périmée. De même que les unités de temps, de lieu, d'action et de bienséance. Donc vous voyez que ça bouleverse complètement les règles qui ont été établies de façon assez normée, hein, codifiée, comme on avait vu au XVIIe siècle. Alors, lui aussi rejette, je vous ai dit que le théâtre, c'était le règne de la parole en action. Au théâtre, je suis ce que je dis, je fais ce que je dis. Pour Antonin Artaud, il y a un rejet aussi, hein, du théâtre qui serait uniquement parlé. Hein, le théâtre dialogué, traditionnel, est rejeté. Pour laisser place à un langage qui est plutôt désarticulé, ouais, et pour montrer que le langage ne permet pas la communication, ne permet plus la communication entre les êtres. On parle, mais finalement, on ne communique pas. Donc le langage est lui aussi vidé de son sens. Et c'est pour ça que dans certaines pièces qui relèvent de l'absurde, notamment je pense par exemple à la cantatrice chauve de Ionesco, vous avez des dialogues qui nous paraissent complètement absurdes. Hein, où on a du mal à donner du sens. Et bah, ça, c'est en rapport avec cette logique qui veut que, cette logique, cette nouvelle représentation du théâtre qui veut que bah, le langage ne permet plus la communication, même s'il reste le seul point de contact le seul point de contact des personnages entre eux, bah, il n'en reste pas moins que ce langage ne sert pas à communiquer. Donc, en fait, ce théâtre de l'absurde veut montrer aussi l'incommunicabilité qui règne entre les êtres. On peut se parler, effectivement, et pourtant ne pas communiquer. Hein, et ça, c'est ce que veulent montrer ces nouveaux auteurs. Donc, en fait, ils vont essayer de mettre au point des jeux verbaux qui instaurent une réflexion, hein, sur un langage défaillant, hein, incapable de devenir un outil de communication, de remplir son rôle d'outil de communication. C'est donc un langage qui va devenir source de méprise, de malentendus, qui va plus permettre d'appréhender la réalité. Vous savez que nous, notre seul moyen d'appréhender la réalité qui nous entoure, c'est à travers les mots. C'est à travers les mots que je peux appréhender la réalité de ce qu'est un arbre, de ce qu'est un chat. Antonin Artaud. Ça va, Raphaël, c'est bon? Donc voilà, moi c'est par le langage qu'on peut appréhender voilà les concepts qui nous entourent. Or, bah voilà, hein, eux ils utilisent le langage de telle manière à montrer que bah, finalement la réalité ne peut plus s'appréhender par les mots. Hein. Alors ils vont aussi amplifier le jeu scénique, hein, et mettre le corps et les objets en avant. Hein, ça va être une caractéristique de ce nouveau théâtre. On va avoir une importance qui va être donnée de façon très comment euh, très nette aux objets et puis au corps. Alors notamment par exemple si je vous prends fin de partie de Beckett, vous avez les personnages de Claude et puis de Ham qui sont tous deux des corps souffrants. Donc par exemple Ham est paralysé donc il peut plus se lever et il est aveugle.
Et bah, il a des accessoires qui sont hyper importants et qui ont un rôle symbolique dans la pièce. Ça va être les lunettes noires, évidemment, qui marquent sa cécité, le sifflet qu'il porte autour du cou pour appeler Clove, et puis comment dire, sa gaffe aussi, donc cette espèce de gros bâton là, hein, qui l'aide parfois à pas avancer, mais à tâter de l'espace, et puis son fauteuil, bien évidemment, le fauteuil roulant. Clove, lui, a une autre présente d'autres déficiences physiques. Alors lui, il voit encore mais mal et il peut pas s'asseoir. Donc il est plus capable de s'asseoir. Donc il marche d'une démarche raide et vacillante et il a plus la possibilité de s'asseoir. Donc vous avez vraiment voilà des corps qui sont exposés, hein, qui veulent dire quelque chose, hein, soit dans leur mutilation ou dans les jeux scéniques des personnages, et des objets qui deviennent vraiment très symboliques, hein. Donc c'est aussi un théâtre dans lequel les didascalies deviennent beaucoup plus présentes que dans le théâtre classique. Hein, on a une espèce de contamination des genres, puisque la didascalie, elle est plus, elle va pouvoir servir à donner des indications de mouvement, de ton, etc. Mais elle peut aussi se montrer narrative quand elle raconte ce que font les personnages. Et donc on a une espèce de contamination des genres entre le narratif et le théâtral, qui normalement se caractérise surtout par un jeu de répliques dialoguées. Donc les didascalies, elles vont devenir beaucoup plus présentes dans le nouveau théâtre, hein, dans le théâtre de l'absurde. Le personnage et sa psychologie disparaissent, hein. Le personnage devient une espèce de anti-héros, on le voit bien avec Béranger, de toute façon, hein. On est aux antipodes du personnage héroïque de la tragédie classique. Vous voyez bien que même à la fin, certes, Béranger ne se transforme pas en rhinocéros, mais on a un peu l'impression que c'est presque contre lui, puisque dans le monologue final, il se rend bien compte qu'il est le dernier homme. Il essaie quand même de se transformer en rhinocéros et ça marche pas. Donc ça pose la question aussi finalement de savoir si Béranger est un véritable héros, si c'est un héros résistant, hein, si voilà, il veut à tout prix sauver son humanité, hein, puisqu'il est quand même tenté par la transformation. On n'est pas dans le héros racinien, on n'est pas dans le héros cornélien, hein, on est vraiment aux antipodes de ça en ce qui concerne le personnage. Donc la psychologie du personnage, elle disparaît aussi, hein. Ces personnages sont assez creux, on a du mal à les caractériser. Et puis l'intrigue, elle apparaît assez inexistante en fait, hein, puisque si je reprends, vous voyez, fin de partie, on a deux personnages qui sont enfermés dans un espèce de bunker. On a l'impression qu'il y a eu un cataclysme et que c'était la fin du monde et que c'est les survivants d'une catastrophe, voilà, majeure. Mais on n'en a pas vraiment la certitude. Tout ce qu'on sait, c'est que la vie a disparu autour d'eux et continue à disparaître même à l'intérieur du bunker, quoi. Mais c'est très voilà, il n'y a pas une intrigue particulière et finalement la pièce se joue sur les relations entre âme et Clove. Bon alors pour Béranger dans les Rhinocéros, c'est la même chose. L'intrigue, elle est pas non plus la trame, elle est pas non plus extraordinaire. Hein, on a les habitants d'un village qui se transforment en rhinocéros. Donc c'est pas non plus voilà. C'est un processus en fait de contamination auquel on assiste, hein, contamination d'un virus entre guillemets, hein, la rhinocérite, qui vient bouleverser la vie paisible d'un petit village qu'on a bien du mal en fait en plus à situer. Donc c'est seule la condition humaine qui est montrée en fait, hein, dans ce théâtre, une condition humaine qui est montrée sous un visage assez angoissant, tragique, parce qu'il y a du tragique forcément dans ces pièces, voué à l'échec, hein, mais cette condition humaine, elle est montrée derrière la dérision, derrière l'humour, derrière l'insolite ou derrière la subversion, hein, voilà, c'est les choix que font ces auteurs. Hein, donc la subversion, c'est-à-dire c'est le renversement des idées, hein, ou des valeurs qui sont établies, hein, des valeurs et l'ordre établi. Donc
cette condition humaine, elle est montrée à travers ce filtre-là, si vous voulez, hein, à travers le filtre de la subversion, de la dérision, de l'humour ou de l'insolite. Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce ce que je viens de présenter dans cette longue introduction? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Sûr? Ouais. Donc, vous voyez, ça, c'est des notions qu'il faut vraiment garder en tête, hein. Il faut avoir ces représentations-là, hein, du théâtre de l'absurde. Alors, Ionesco, pour revenir à Ionesco, lui aussi, s'est beaucoup exprimé sur son théâtre, hein, à travers des articles qui ont été réunis en recueil, et puis à travers des essais aussi autobiographiques ou critiques. Donc ce recueil, il a pour titre Notes et contre-notes, par exemple, Journal en miettes, L'homme en question, voilà. Donc il a aussi donné de nombreux entretiens, hein, dans lesquels en fait il l'expose, hein, il parle des aspects de sa dramaturgie. Souvent pour se défendre, hein, se défendre contre les partisans d'un théâtre traditionnel, ou pour se défendre contre ceux qui utilisent le théâtre comme une tribune idéologique, vous voyez, plutôt une optique d'engagement politique. Donc voilà. Alors Ionesco, lui, justement, hein, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit précédemment, Ionesco s'oppose à deux types de théâtre. Il s'oppose deux types de théâtre qui étaient concurrents et parallèles, hein, au cours de ces années 50. Il va s'opposer au théâtre traditionnel qu'on joue à l'époque, hein. C'est essentiellement ce qu'on appelle le théâtre de boulevard, hein. Donc des pièces légères avec de divertissement, comme les vaudevilles, le feydeau, etc. Ou alors le théâtre engagé, hein. Lui, il s'oppose vraiment à ces deux formes de théâtre. Alors, il rejette aussi les règles, parce que il veut un renouvellement, il veut un renouvellement du genre théâtral pour justement se pencher sur la condition humaine et sur le sentiment de l'absurde lié à cette condition humaine. Et donc, ces deux théâtres-là sont pas représentatifs des objectifs qui sont les siens, puisque l'une de ces formes théâtrales, elle vise plutôt le divertissement bourgeois, et l'autre, elle vise plutôt un engagement politique, hein, une mission politique que Ionesco partage pas, quoi. C'est plutôt un théâtre engagé qu'il ne partage pas. Donc, il rejette les règles du théâtre classique parce que pour lui, il les trouve trop figées et ennuyeuses. Il dénigre le souci du réalisme parce que il considère que le réalisme finalement est trop ancré dans son époque et que c'est donc éphémère puisque la réalité d'une époque n'est pas la réalité d'une autre. Donc le souci du réalisme pour lui, c'est pas un critère qu'il retient. Il refuse la psychologie des personnages. Parce que finalement, il est très méfiant envers la notion de personnalité, hein. On dit qu'on a une personnalité, que chacun a une personnalité. Euh, il n'en est pas convaincu, hein. Il rejette aussi, je vous ai dit, la littérature engagée, hein, parce que toute idéologie est provisoire et ne peut pas durer, hein, ne peut durer. Les idéologies, bon, si je prends l'exemple des idéologies politiques, elles sont aussi tributaires d'une époque, hein, d'une période. Et donc pour Ionesco, voilà, ça c'est pas ce qui l'intéresse parce que c'est pas quelque chose, pour lui il n'y a pas de permanence dans ces idéologies, elles varient, hein, en fonction des époques, elles sont provisoires. Donc, il considère que en fait toute cette dimension didactique qu'on peut trouver, hein, dans le théâtre engagé, appauvrissent ou alourdissent, hein, le contenu des pièces.
Pour lui, le théâtre, bon, ça ne doit pas se réduire, hein, au miroir d'une société, hein, bourgeoise, comme à la manière du théâtre du boulevard, hein, avec qui est un genre comique avec beaucoup de rebondissements. Et il ne peut, voilà, ça peut pas être conforme. Le théâtre ne peut pas être conforme à un modèle, hein, soit social ou intellectuel. Il doit pas être réduit à ça. Il doit avoir une dimension euh, plus universelle, je dirais entre guillemets, à partir du moment où il touche à l'essence même de la condition humaine. D'accord? Donc, pour Ionesco, le théâtre doit être capable de créer un choc émotionnel pour arracher le spectateur à un quotidien et à des habitudes qui masquent l'étrangeté du monde et donc bah, la réalité en fait. Donc c'est ce que je vous ai expliqué avec Camus, hein, qui nous dit bah oui tous les matins c'est métro boulot. Je résume, hein, mais en gros c'est ça, c'est métro boulot dodo. On fait voilà, on vit notre quotidien sans se poser de questions. On fait ce qu'on doit devoir faire, voilà, de façon quasiment automatique, hein, tous les jours. Et puis arrive un jour, brutalement, on ne sait pas pourquoi, on s'arrête et on se dit mais pourquoi je fais tout ça? Quel sens je donne à ma vie, à mes actions? Quel sens je peux donner à ce monde dans lequel je me sens pas forcément, enfin, par rapport auquel je me sens parfois étranger? Vous voyez? Donc c'est l'objectif aussi de Camus. Voilà, c'est de créer de Camus, de Ionesco, c'est de créer un choc émotionnel pour arracher le spectateur à des habitudes, à un quotidien qui va masquer, hein, l'étrangeté du monde. Donc son théâtre, bah, il se veut déroutant parce que il veut que le spectateur s'engage dans une réflexion sur la condition de l'homme, hein, sur la condition humaine. Il va donc pour ça grossir les effets dramatiques, hein, jusqu'à l'insolite. Parce qu'il faut savoir que Ionesco préférait le terme insolite à absurde, mais les deux notions, bon voilà, elles recouvrent le même objectif, hein. Donc pour ce faire, bah, il va revendiquer le mélange des genres, voilà. Il va parfois appeler ses pièces des anti-pièces, des drames comiques ou des farces tragiques, donc pour bien montrer le mélange des genres. Il veut montrer en fait que les réalités se cachent derrière les automatismes et les conventions. Il veut montrer aussi que l'existence bah, ne peut pas se réduire à une seule facette, hein. Donc c'est pour ça qu'il va s'efforcer de disloquer en fait la réalité et de déstructurer le langage. Hein, comme je vous ai expliqué précédemment, il considère lui aussi que, comme Antonin Artaud, hein, que le langage n'est pas apte à saisir et à retranscrire en fait l'existence. Hein, il considère que les personnages ne communiquent mais qu'en apparence. En fait, même si on parle ensemble, pour Ionesco, chacun parle de son côté. Hein, on n'est pas dans une vraie situation de communication. Pour lui, c'est l'incompréhension entre les êtres qui domine. Alors, le corps, hein, et le mouvement des acteurs bah, vont devenir très importants pour lui aussi dans son théâtre. Hein. Et tout ce qui touche en fait à l'espace scénique va devenir un langage parallèle, en fait, hein, un langage parallèle au discours. Alors, il y a vraiment, c'est là où il faut comprendre en fait un petit peu le paradoxe. Enfin, c'est pas vraiment un paradoxe, c'est que en affirmant toutes ces revendications esthétiques, hein, en affirmant voilà tous ces objectifs, euh, Ionesco, il a aussi la volonté, en fait, d'un retour au théâtre classique, mais au sens large. C'est-à-dire au théâtre classique, pas du tout dans sa forme, hein, pas dans les critères formels qu'on a pu identifier du théâtre classique avec la division en actes, en scènes, avec les règles des trois unités, la bienséance, la vraisemblance et tout ça. Pas dans sa forme, mais euh, dans, euh, dans son appréhension en fait universelle de l'homme. Parce qu'il faut savoir que la tragédie classique, depuis l'Antiquité,
elle s'intéresse aux angoisses profondes de l'homme face à son destin. Et c'est cette dimension-là philosophique de l'homme qui, quelque part, est classique, à laquelle s'intéresse Ionesco. Donc en fait, de façon plus résumée, Ionesco, il rêve d'un théâtre qui pourrait perdurer, hein, euh, bah, par son interrogation éternelle sur la destinée humaine. Voilà. Et qu'il faut retrouver en fait cette interrogation éternelle sur la destinée, la condition humaine, grâce à un théâtre insolite, à un théâtre qui trouble, à un théâtre qui inquiète, à un théâtre qui choque et qui ramène le spectateur à l'essentiel en fait. Bon, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est compris ça? Et y a-t-il encore des élèves vivants dans cette classe qui sont susceptibles de me répondre? Ouais, c'est compris? Donc, Oui, ouais, sûr. Donc, pas faire de confusion non plus, ou de raccourcis un petit peu qui dénaturerait ce que j'ai dit, mais il faut vraiment avoir bien conscience de tout ça pour voir un peu l'évolution. Vous voyez l'évolution de l'esthétique théâtrale depuis. Nous, on a commencé au XVIIe siècle, entre, vous voyez, entre un Corneille avec l'illusion comique et les préoccupations d'un Ionesco à travers Rhinocéros. Il y a un monde. On n'est plus dans la même on n'est plus dans la même représentation, dans la même appréhension du genre théâtral, hein. Même d'un Racine avec les extraits qu'on a pu voir sur Phèdre ou d'un Corneille avec l'extrait qu'on a pu travailler sur Médée. On n'est plus dans on n'est plus dans les mêmes objectifs, on n'est plus dans la même esthétique, on n'est plus dans les mêmes moyens mis en œuvre. Mais ça correspond aussi à une époque. Vous vous souvenez qu'on a parlé du XVIIe siècle comme étant une époque quand même, tout au moins sous le règne de Louis XIV, sous le règne personnel de Louis XIV, une époque qui était extrêmement normée, qui était extrêmement codifiée, avec des principes de raison, de clarté, de modération, qui correspondait bien à un pouvoir aussi qui se voulait centralisateur, à une réalité historique de l'époque, où les sentiments d'honneur, de devoir, etc., la méfiance contre les passions correspondaient aussi à des débats de l'époque. Avec Ionesco, on bascule dans une autre époque avec d'autres réalités historiques, sociales, politiques, humaines. On a traversé une période vraiment de drame, de tragédie même quasiment, avec les deux guerres mondiales, avec la conscience aussi du mal qui habite les êtres humains, puisque ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale avec l'extermination juive, les camps de concentration, les tortures, la collaboration, enfin bref, a fait percevoir aussi toute la noirceur qui pouvait habiter l'âme humaine et amène à une réflexion beaucoup plus philosophique sur le sens de la vie, la faillite des valeurs humaines, le langage comme vecteur de communication. Voilà, on est dans une autre réflexion, un autre type de réflexion qui appelle une autre esthétique. Ça va? Oui, non? Allô? Eh, vous êtes pénible ce matin. Oh, temps de réaction proche de zéro. Donc voilà. Alors, je vous avais demandé quelques petits exos, en suivant un lien, sur une anthologie littéraire. Donc si on va, en fait, j'ai un petit peu tout dit par rapport à ce que vous alliez retrouver, pardon, dans les exercices. Donc on va les parcourir ensemble. Donc là, j'espère vous entendre un peu, Donc je vous avais demandé de vous pencher un peu sur le tableau d'Édouard Dantan qui représentait une soirée au théâtre et d'essayer de voir, en gros,
comment le tableau d'Édouard Danton détourne l'idée même de théâtre et ce qu'il cherche à nous montrer. C'était surtout ça que je voulais que vous puissiez voir. Alors, qu'est-ce que vous avez pu remarquer sur ce tableau? Comment ce tableau est-il justement ce qu'il représente, ce que le tableau représente? Alors qu'on est censé être une soirée au théâtre. Allô? Allez, Raphaël. Bonjour madame déjà. Vous Bonjour. m'ent- vous m'entendez bien ou pas? Faiblement, mais je vais tendre l'oreille. D'accord. Déjà on voit que Voilà, c'est nickel. enfin, d'accord, il n'y a pas de personne qui joue sur la scène, mais que c'est vraiment une sorte de brouhaha en Ouais, plein milieu du tableau. ouais, tout à fait. Mhm. Donc, il y a personne qui joue sur la scène, effectivement. Qu'est-ce qui nous le prouve? Les rideaux sont fermés. Voilà, le rideau est baissé. Le rideau sur la scène est baissé, ce qui peut correspondre à l'entracte, en fait, d'une première. Le rideau est baissé, c'est le rideau qui occupe tout le coin en haut à droite. Et en fait, le premier plan, il est plutôt occupé par, comme tu l'as dit, un espèce de brouhaha avec des hommes qui discutent, etc. Et au second plan, on a les loges. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il cherche à montrer? Oui, Raphaël, vas-y. Que le théâtre, c'est pas que la scène, c'est aussi les spectateurs et tout ce qu'il y a autour. Voilà, très bien. Il cherche à montrer que le théâtre, effectivement, c'est pas que la scène. Le théâtre est aussi à l'œuvre dans le jeu des apparences. C'est aussi les spectateurs dans le jeu des apparences et dans les conventions sociales, puisque vous voyez que les personnages sont habillés de façon très soignée. Ils sont habillés pour se rendre à un soir de première. Et donc, ils sont aussi, en quelque sorte, en train de donner un spectacle ici, hein. Et donc, ici, le tableau de Dantan nous montre que on a un jeu de regard à multiples foyers, hein. Finalement, le spectacle, comme tu l'as dit, c'est exactement ça. Il se situe pas forcément pas seulement, en tout cas, sur la scène, mais que le spectacle, il est aussi autour de la scène et notamment dans les spectateurs qui constituent ceux qui sont là pour regarder ce spectacle. Donc ça c'est bien. Alors après, je vous avais demandé de prendre le document, le texte 3, donc page 182. Donc vous voyez, là on retrouve le fameux auteur dont je vous ai parlé qui est Antonin Artaud, hein. Et par rapport avec le document 4 aussi, le masque, aussi des mouches, le masque qui avait été fait pour les mouches de Jean-Paul Sartre. Et donc de répondre aux questions 5, 6, 7 et 8. Donc, quels termes reviennent régulièrement dans cet extrait et en quoi le théâtre occidental s'oppose-t-il au théâtre qu'Artaud appelle de ses voeux? Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Les termes qui reviennent le plus souvent dans le texte de Artaud sont lesquels? Théâtre, oui. Et quels termes aussi qui sont opposés au théâtre? Théâtre, théâtral, oui. Occident, ouais. Donc c'est bien qu'il y a une opposition entre un théâtre occidental et un autre théâtre. Langage, voilà, le langage, exactement. Donc vous avez les termes qui Orient, ouais, c'est bien. Donc on a bien une opposition entre dialogue, ouais, très bien. Une opposition entre le théâtre occidental, dont la marque principale pour Antonin Artaud, ce serait quoi? Qu'est-ce qui caractérise le plus le théâtre occidental? Alors, qu'est-ce qui caractérise le plus le théâtre occidental? Vous le savez depuis le départ, hein.
La parole, très bien, Raphaël. Un théâtre de parole. Voilà, avec les termes comme dialogue, parole, qui reviennent beaucoup dans le texte. Alors que le théâtre oriental, c'est un théâtre qui sollicite quoi finalement aussi? Les gestes, ouais, très bien. Qui sollicite les gestes, les moyens visuels, les moyens physiques. Hein, il fait notamment référence au théâtre balinais, hein, le théâtre de Bali, qui est un théâtre dans lequel on a du mime, on a des chants, on a de la danse, où la gestuelle est très appuyée. Et donc, voilà, le théâtre oriental, pour Artaud, serait un théâtre intact parce que c'est un théâtre qui est adressé à tous les sens en fait et pas seulement un théâtre qui passe par la parole, hein. Alors le masque de scène des mouches, qu'est-ce qu'il vous évoque? Alors, comment vous pourriez caractériser ce masque de scène qui a été fait pour les mouches? Il est étrange, ouais, c'est vrai. En quoi est-ce qu'il est étrange, Raphaël? Bon, vous pouvez me parler, hein, quand même, hein. Ouais, Raphaël, vas-y. Il est étrange parce qu'il est très creusé, très Oui. gris. Mhm. Il y a des cernes et les yeux ils sont blancs. Ouais. Mhm. Des yeux vides, ouais, complètement. Mhm. Ouais, donc c'est un masque en fait qui vraisemblablement est un masque qui a été fait en papier mâché et effectivement comme tu dis il est étrange parce qu'il a rien de réaliste. Il est censé représenter un visage et comme tu as dit il est creusé. En fait c'est un masque qui est très stylisé, hein. Il y a beaucoup d'éléments de stylisation dans ce masque avec, comme tu as dit, des yeux qui sont blancs et qui représenteraient en fait un peu des yeux qui sont complètement vides, des cernes, comme tu as dit, qui sont accentuées, hein. On a un menton qui est hyper émacié, hein, qui est très pointu, très étroit. Et donc, ça évoquerait plutôt un visage d'homme qu'on pourrait qualifier comment, enfin, quel sentiment, voilà, quelle émotion. Si vous deviez caractériser ce visage, ça évoquerait quoi? La mort, ouais. La mort, la maladie ou le désespoir, hein. Ça pourrait être l'anxiété, ouais. Ça pourrait être des interprétations tout à fait recevables, hein. On a l'impression d'avoir un peu d'avoir un masque de mort-vivant, à peine humain en fait, hein, puisque les yeux sont vides, le visage est creusé, il est cerné, donc on aurait vraiment ces impressions-là. À quelle idée d'Artaud l'usage du masque sur scène peut-il correspondre? Alors, à quelle idée? Alors, à quelle idée? Allô? Donc, quand vous savez que Artaud, on a dit il était un peu, il rejetait hein, l'idée d'un théâtre qui soit uniquement fondé sur la parole. Donc là, ça pourrait correspondre à quelle idée? Non, personne ne trouve? Bah, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il veut un théâtre qui soit comment? L'idée de mouvement et de l'expression physique. Oui, c'est ça, Mathilde. En fait, il voudrait l'usage du masque est un élément possible de ce langage physique, hein, qu'Artaud voudrait au théâtre, hein. Par sa simple présence, hein, sans que ce soit utile, sans que la parole soit nécessaire. Bah, le masque traduit une signification quand même assez puissante, rien que par la vue de ce masque, hein.
Et donc, ça fait partie de ce théâtre, de ce langage physique, ce que Artaud appelle le langage physique, hein, qu'il voudrait voir au théâtre. Et ensuite, que désigne Artaud par tout ce qui n'obéit pas à l'expression, par la parole, par les mots, et si l'on veut, tout ce qui n'est pas contenu dans le dialogue. Donc, qu'est-ce que désigne Artaud alors? Alors, qu'est-ce que vous pourriez mettre comme chose qui appartient au langage scénique, hein, qui pourrait appartenir au langage scénique, mais qui n'appartiendrait pas, qui ne relèverait pas de la parole articulée? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre si on devait proposer une liste? Allez, on se bouge. Alors, qu'est-ce qui pourrait participer, selon les conceptions de Artaud, au langage scénique? Les gestes, les costumes, ouais, c'est bien, Raphaël. Les gestes, les costumes, quoi encore? Bah, les masques déjà, quoi encore? Allez, dont on a parlé avec le théâtre baliné. Et appropriez-vous ce qu'on fait, hein. J'en aurait besoin. Alors, quoi encore? Le décor, ouais. L'expression des corps, des visages, donc les décors, la musique, très bien, la musique, les lumières aussi. Qu'est-ce que je vous ai dit aussi avec le théâtre baliné? Qu'est-ce qu'il y a dans le théâtre oriental dont on a parlé? La danse, voilà, très bien, Raphaël. La danse, les mimes, les cris, hein, des chorégraphies, des chants. Donc tout ça correspond pour Artaud, tout ça devrait appartenir au langage scénique. Il n'y a pas que la parole articulée. Ok? Bon, on passe au dernier texte, donc le texte de Sartre. Donc dans ce texte, Sartre parle des situations théâtrales, hein. Ce que le théâtre peut montrer de plus émouvant est un caractère en train de se faire, le moment du choix, de la libre décision qui engage une morale et toute une vie. La situation est un appel, elle nous cerne, elle nous propose des solutions, à nous de le décider. Et pour que la décision soit profondément humaine, pour qu'elle mette en jeu la totalité de l'homme, à chaque fois il faut porter sur la scène des situations limites, c'est-à-dire qui présentent des alternatives dont la mort est un des termes. Ainsi, la liberté se découvre à son plus haut degré puisqu'elle accepte de se perdre pour pouvoir s'affirmer. Et comme il n'y a de théâtre que si l'on réalise l'unité de tous les spectateurs, il faut trouver des situations si générales qu'elles soient communes à tous. Donc, qu'est-ce que Sartre appelle une situation limite? Qu'est-ce qu'il appelle une situation limite? Alors, allez. Bon, normalement, vous êtes censé avoir travaillé les exos, hein, donc le texte, il est censé vous être connu. Des alternatives, ouais, donc une alternative, c'est-à-dire que ça veut dire quoi, une alternative? C'est-à-dire qu'on est amené à faire quoi quand on est placé devant une alternative? Plusieurs choix possibles. Voilà, effectivement. Donc, une situation limite pour Sartre, c'est une situation qui implique un choix. Mais un choix qui s'avérera être comment pour le personnage? Il vous parle du moment du choix, de la libre décision qui engage une morale et toute une vie. Donc, c'est un choix comment? Décisif, c'est bien Camille. Voilà, c'est un choix crucial pour le personnage. Mais ce choix crucial pour le personnage, il doit aussi l'être pour le spectateur. Et ce choix, il est crucial parce que quand le personnage le fait,
eh bien, à travers le personnage, bah, c'est un homme hein, qui est représenté. L'homme va affirmer donc sa liberté, il va affirmer sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il va définir, c'est ça qui est important, vous comprenez? Il va définir à travers ce choix le sens même de son existence. C'est-à-dire que à travers ce choix qui est crucial, qui est décisif, qui engage, enfin qui affirme plutôt la liberté de l'homme et sa responsabilité, eh bien l'homme définit le sens même de son existence. Et ensuite, Sartre va donner quelques exemples dans la suite du texte. Donc, plonger des hommes dans ces situations universelles et extrêmes qui ne leur laissent qu'un couple d'issues, faites qu'en choisissant l'issue, ils se choisissent eux-mêmes. Vous avez gagné, la pièce est bonne. Chaque époque saisit la condition humaine et les énigmes qui sont proposées à sa liberté à travers des situations particulières. Antigone, dans la tragédie de Sophocle, doit choisir entre la morale de la cité et la morale de la famille. Ce dilemme n'a plus guère de sens aujourd'hui. Mais nous avons nos problèmes, celui de la fin, c'est-à-dire du but, et des moyens, de la légitimité et de la violence, celui des conséquences de l'action, celui des rapports de la personne avec la collectivité, de l'entreprise individuelle avec les constantes historiques, ou cent autres encore. Il me semble que la tâche du dramaturge est de choisir parmi ces situations limites celle qui exprime le mieux ses soucis et de la présenter au public comme la question qui se pose à certaines libertés. Donc, vous voyez, il nous donne un certain nombre de choix cruciaux qu'on a pu déjà constater dans certaines pièces de théâtre. Ils remontent même à l'Antiquité. Et on pourrait ajouter encore certains choix, l'obéissance ou non avec un ordre avec lequel on n'est pas d'accord, le choix entre soi et les autres, la notion de sacrifice, le choix entre ses opinions et son mode de vie. Donc voilà, c'est des choix qui sont importants et qui font que la pièce va pouvoir parler à l'homme en général. Donc après Sartre constate quand même que ces choix varient en fonction des époques, en fonction d'un certain caractère historique, d'un certain contexte. Mais il faut trouver justement pour chaque public, à chaque époque, des situations dans lesquelles ces choix peuvent parler aux hommes qui regardent le spectacle au moment où ce spectacle est joué. Et qui lui permettent justement d'affirmer le sens qu'il veut donner à son existence. Alors, donc, la dernière question, c'est en quoi cette situation permet-elle de faire une bonne pièce? J'ai déjà répondu. Si vous avez compris, vous pouvez me répondre. Si le dramaturge fait ce choix-là, de saisir une situation limite, qui finalement va parler à ceux qui le regardent, à tous ceux qui le regardent, eh bien, ce sera une bonne pièce. Pourquoi? Pourquoi ce sera une bonne pièce? Raphaël, oui. Parce que les gens se seront posés des questions et se seront mis à la place de celui qui joue la pièce et celui qui se pose ces questions. Ouais, parce qu'elle va forcer l'homme à réfléchir, oui, et surtout parce qu'elle va s'adresser en fait à qui? Elle va s'adresser à qui? Est-ce que vous pensez qu'un public théâtral, il est un public de pièces de théâtre, les gens qui vont au théâtre, est-ce que vous pensez qu'ils appartiennent tous à la même catégorie? Que ce sont tous des intellectuels, que ce sont tous ou que le public il est multiple. Voilà, c'est ça, Raphaël, parce qu'en fait, elle doit s'adresser à tout le monde. Ce sera une bonne pièce parce qu'elle s'adressera nécessairement à tous. Sartre, lui, il est contre l'idée d'un théâtre qui ne parlerait qu'à l'élite.
Donc, pour lui, les questions posées par le théâtre doivent être celles que se posent tous les hommes d'une époque. Et donc, la pièce, elle sera bonne si la situation limite choisie est bonne en fonction de l'époque et si elle est capable de s'adresser à tous les spectateurs, à tous ceux qui vont forcément réfléchir et qui vont ouais, réfléchir et se reconnaître en quelque sorte, hein, ou pas forcément se reconnaître dans le personnage, c'est pas vraiment ça, mais tout au moins se reconnaître dans un domaine de réflexion commun. D'accord? Bon, est-ce que vous avez compris ou pas tout ça? Bon, là, répondez-moi. Oui? Tout le monde? C'est clair. Donc moi, je vous engage, c'est à faire une synthèse, hein, de tout ce qui a été dit là, hein, parce que c'est